Bonsoir à toutes et tous. Nous avons le plaisir d'accueillir une troisième et dernière fois Marie Janin, qui est donc co-directrice du Centre d'art et de jeux Sick House, et qui va nous faire une nouvelle intervention dont la thématique est ce soir de la nécessité des mouvements de réappropriation des réseaux sociaux. Donc à toi de jouer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend bien. Et donc effectivement, dans cette dernière conférence, après avoir au départ un petit peu regardé les espaces et les réseaux classiques et essayer de regarder comment est-ce que certains artistes, certains musées les utilisent de façon plus ou moins originale. Après la découverte du travail d'Anne, qui est complètement une espèce d'enfant des réseaux sociaux, complètement plongé, qui vit à l'intérieur des réseaux sociaux, un peu pour le meilleur et pour le pire. Avec cette dernière conférence, je voulais vous montrer et parler de l'acte de refus et les mouvements de résistance à l'intérieur des réseaux, contre les réseaux et entre les deux, donc entre le réseau social et l'espace physique. Donc je vais commencer à partager mon écran et puis vous embarquer dans ma petite histoire. Alors, le petit titre, voilà, on y va. Donc, je me disais, je pars un petit peu de là, de mon ressenti, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous, et c'est très bien, qui sont très critiques par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je voulais commencer avec ça. Si on pense que les réseaux sociaux sont toxiques, si on devient trop dépendant, si c'est un problème dans nos sociétés, bah, au final, pourquoi pas s'en aller et refuser complètement ces espaces en ligne. Et donc, j'ai trouvé un festival qui a fait ça, un festival important avec transmédial à Berlin. Et donc, c'est un festival d'art, de culture numérique, et c'est un espace qui réfléchit donc à tout ce qui est et dans l'art et dans nos sociétés reliées au numérique. Et donc, en quittant les réseaux sociaux, en 2018, ils ont fait ça, en quittant les réseaux sociaux, ils n'ont pas dit on s'en fout, on se casse. Ils ont essayé d'avoir une attitude responsable, et maintenant, ils travaillent sur qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être sur ces réseaux sociaux et comment est-ce qu'on change ces plateformes, change notre façon d'utiliser Internet, etc. Donc, cette image, c'est en 2018, ils ont, sans préparer trop leur public, ils ont dit on s'en va. Et ils ont annoncé ça sur Facebook et sur Instagram. Et ils ont écrit un texte très court, très simple. Vous pouvez lire, s'il vous plaît. Mais en gros, c'est ce que je vous ai dit. Ils ont dit Meta, donc à l'époque c'était pas encore Meta, mais donc Facebook et Instagram font partie d'un système auquel on ne croit pas, qu'on veut pas soutenir, donc on s'en va. Et ils ont un peu dit, si vous voulez rester informé, donc faut venir sur notre site internet et s'abonner à leur newsletter. Et ils avaient quand même depuis quelques années un groupe, une chaîne Telegram. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, vous pouvez le retrouver si vous cherchez Transmédial sur Instagram, vous pouvez retrouver ce statement. Et donc ma question, c'était un peu, bon, bah, ils sont partis. Est-ce qu'ils ont perdu tout leur public, ou qui les a suivis, et comment est-ce qu'ils ont modifié leur espace de communication, en gros. Donc c'est un peu qui peut se permettre de partir des réseaux sociaux et quel impact ça a sur l'événement lui-même, quoi. Donc ça, c'est ce que vous voyez là, c'est la page, la homepage de leur site internet. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, on va aller voir vite, mais c'est qu'il y a plein de choses sur leur site internet. Donc c'est pas un site qui vous informe des prochains événements, c'est un site où toutes les archives sont organisées. Ils font des publications, et ils font des publications qui sont aussi des sites, des livres, des impressions sur clé USB. Donc tout, c'est très étudié, c'est très réfléchi. Mais donc le site est très riche, et donc
on n'a pas besoin d'avoir 50 plateformes autour de leur organisation. Tout est sur le site. Vous pouvez choisir les petites options, ça c'est toujours très cool. Donc si vous voulez, selon ce qui vous convient mieux, vous pouvez avoir un super visuel de fond. Donc nous on va mettre Feel Good, hein, ça va être le mieux. Et donc je ferme ça. Donc, ce que je vous disais, donc il y a le festival, tout le programme des résidences, tout ce, bon, enfin bref, c'est tout ça pour dire que c'est un site assez bien fait. Et si vous allez là, dans les archives, alors c'est un festival allemand de Berlin. C'est des gens très sérieux qui ont un apport en théorie très 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 important, très chargé. Donc il faut prendre son temps, il y a beaucoup de choses à lire et à trouver, mais tout est très, très, très intéressant. Donc, je vous invite à naviguer là-dedans si ça vous intéresse. Et donc, ce qu'ils ont, donc tout est sur le site internet. Le réseau qu'ils ont choisi de garder, c'est Telegram. Et la newsletter, donc, ils vous envoient des informations directement sur les mails. Telegram, on avait un petit peu regardé la dernière fois. Donc, eux, ils l'utilisent. Alors, je vous ai mis un visuel, ça va être plus simple. Ils l'utilisent comme ça. Donc, Telegram, c'est un peu l'équivalent de WhatsApp. Et sauf qu'au départ, avant que WhatsApp fasse des groupes, on pouvait avoir une chaîne sur Telegram. Et donc, c'est pas pour échanger des messages, c'est pour quand régulièrement, donc la transmédiale envoie des informations. Donc, elle l'utilise en fait au final un petit peu comme Instagram avec, vous voyez là en haut, un post, ma flèche marche plus. Mais donc en haut à gauche, vous voyez qu'il publie une image, un texte d'information, des liens sur lesquels vous pouvez directement cliquer. Et tous les commentaires, ils sont pas sous les messages, ils sont sur une autre page. Donc vous voyez aussi sur le petit côté gauche, vous voyez une petite bulle avec le 1 à côté là. Donc ça, si on clique dessus, on a accès aux commentaires. Si on clique pas dessus, les commentaires sont cachés. Donc c'est vraiment qu'une chaîne d'information qu'ils peuvent utiliser régulièrement. Et donc, vous voyez les options, vous pouvez utiliser les photos et mettre des commentaires et mettre votre texte avec. Et en haut à droite, là, c'est des stickers. Donc, c'est pareil, exactement pareil que sur Instagram. On peut créer ses propres stickers et après les utiliser. Donc, c'est quelque chose qu'on peut télécharger dans l'application. Donc, si vous téléchargez ça, vous pouvez aussi les utiliser dans d'autres messages et puis répandre les images de la transmédiale. Donc, ce qui est intéressant par rapport à Instagram, c'est qu'il n'y a pas de wall. Donc, tout le monde n'est pas sur une page réunie. Il faut aller à la transmédiale. Ouais. Donc c'est vraiment votre choix d'aller voir ce qui se passe. Et si vous êtes abonné à cette chaîne, donc ça fait comme un petit message qui bip ou qui bip pas selon vos choix. Mais vous allez sur leur page et c'est pas tout mélangé. Mais donc ça, vous aviez déjà un petit peu vu. Et alors pour continuer le refus, mais après je m'arrête. Donc ce festival, ils en ont fait aussi le thème de leur événement en 2022. Donc il y a tout je vous invite à aller voir Transmedial for Refusal. Ils ont fait une année de recherche sur toutes les attitudes de refus, et c'est pas forcément que par rapport à Internet, mais des plus petites choses comme ajouter un ad blocker sur un site, jusqu'à les attitudes, les mouvements comme Extinction Rebellion, des choses qui ont des plus grosses ampleurs. Mais donc, essayer de cataloguer et de discuter sur, se rendre compte qu'on est déjà régulièrement actif en refusant certaines parts de nos systèmes, et comment est-ce qu'on peut avoir plus de pouvoir par rapport à nos choix dans ce qui se passe sur Internet et dans notre société en général. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ce site très très riche, et à suivre de toute façon, ce festival sur l'art numérique, très important.
Alors après, si vous partez pas complètement de Internet, effectivement, une des solutions pour pas être sur les réseaux sociaux, ça peut être d'aller sur les plateformes alternatives. Et donc ça, on en avait un petit peu regardé ensemble. Donc l'idée, donc, c'est donc si les grosses plateformes nous intéressent pas, ben on peut aussi créer une qui nous convient et utiliser certains outils qui sont disponibles en ligne et créer son propre espace, en gros. Et donc c'est pareil, on quitte l'espace public et on crée un espace qui nous correspond à nous. Donc ça revient aussi à donc pendant toute la période du Covid, il y a beaucoup d'espaces publics, d'espaces d'art qui ont créé des Mozilla Hub, par exemple, donc des espaces virtuels pour que les gens puissent venir voir ou assister à des événements en ligne. Donc ça, c'était très intéressant pendant cette période-là. La dernière fois, donc, quand on s'est retrouvés en janvier entre nous, donc je vous avais montré le Oye. Donc c'est au lieu d'être sur Zoom, vous pouvez customiser un petit peu un espace de vidéo call. Et donc ça, c'est ce qui est assez marrant, c'est que donc tout le monde peut créer sa propre pièce et puis choisir quelles interactions sont possibles, sont pas possibles et donner de la liberté aux participants. Donc ça, c'est aussi intéressant de donner du pouvoir au public. Choisir quel pouvoir on donne au public. Donc, si vous utilisez Zoom, bah, c'est Zoom qui décide qu'est-ce qui se passe. Si c'est vous qui créez ou qui agencez la plateforme, bah, vous pouvez aussi décider de donner plus ou moins de liberté à votre public. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous ai mis quelques exemples là, mais on ne va pas tous aller les voir parce que c'est des espaces en ligne, souvent des espaces virtuels qu'il faut créer pour soi-même et pour les besoins de son exposition ou de son projet. Ici, c'est un espace qui s'appelle Topia. C'est une plateforme, pareil, c'est une plateforme, ce qui est rigolo, c'est que tout est fait au dessin. Et donc, on peut choisir des petits éléments et dessiner dans un espace, une espèce d'énorme carte sur laquelle on peut se promener et sur laquelle, si on est proches les uns des autres, on peut se voir. Donc là, vous pouvez voir la vidéo et discuter, vous entendez. Et si vous vous éloignez, vous voyez plus la vidéo et vous entendez plus le son. Et donc, vous pouvez créer une carte énorme et vous promener, créer des événements à l'intérieur de la carte, donc c'est vraiment intéressant. Par exemple, pendant la pandémie, il y a beaucoup de festivals qui se sont mis là-dessus. Pas pour refaire tout à fait la même chose que ce qu'ils faisaient dans le monde physique, mais pour créer cette espèce d'idée on est dans un espace énorme, on peut être très nombreux, on peut se retrouver autour d'un feu de camp. Et Minus, ça c'est une plateforme, dont je vous avais parlé de Ben Grosser la première fois, qui avait fait plein de manipulations sur Facebook jusqu'à éliminer toutes les images et tout le texte de Facebook. Et donc, c'est un artiste qui essaye de pousser les limites de la plateforme, pas forcément pour la rendre utilisable, comme vous avez pu voir. Et donc, c'est pas une solution pour rendre Facebook mieux, c'est une façon, c'est des projets pour essayer de réfléchir à l'impact de Facebook sur notre utilisation d'Internet. Mais en 2021, il a créé donc une nouvelle plateforme qui s'appelle Minus. Et donc, au départ, c'est pareil, c'est un projet critique, mais ça peut tout à fait devenir une plateforme utilisée par des espaces d'art, pourquoi pas, Donc, c'est une plateforme où il n'y a que du texte, il n'y a aucun... le design, vous voyez, est très très sobre, tout est blanc et gris, c'est un peu tristoun. Et on peut mettre une image de profil et on ne peut écrire que 100 posts. Ça veut dire que à chaque fois qu'on écrit un message sur le mur, tout le monde il n'y a qu'un seul mur, donc tout le monde voit ce que tout le monde écrit. Et à chaque fois qu'on poste quelque chose, donc on a un post en moins, en gros. Et donc, si on écrit 100 messages, on ne peut plus écrire sur le mur, on peut juste écrire des commentaires, mais on ne peut plus faire de posts.
Et donc même si ça peut paraître un petit peu comme une blague, ça pourrait tout à fait être, si c'est utilisé de façon stratégique, de façon réfléchie sur le temps, ça peut tout à fait devenir une plateforme à utiliser avec une certaine intention, évidemment, par un espace d'art qui dit, OK, donc on a 100 postes, ça peut vouloir dire 100 mois de messages sur la plateforme, ou ça peut vouloir dire bon, on l'utilise pendant 100 ans, ou ça veut dire où on l'utilise le plus rapidement. Ça peut, donc c'est des projets alternatifs comme ça, il y en a beaucoup, et spécialement si on regarde de façon individuelle. Il y a beaucoup d'artistes qui ont créé des tout petits projets, donc c'est pas forcément applicable à un gros espace d'art public, mais ça peut être applicable à un projet, une campagne, ou pour travailler avec un artiste, ou ça peut même être, vous pouvez même penser en tant qu'artiste ou en tant qu'espace d'art, demander à un artiste de créer une mini plateforme ou d'investir une plateforme, c'est tout à fait intéressant. Alors après, je repars du côté résistance. J'imagine que vous avez tous entendu parler de Black Lives Matter. Et donc, je voulais revenir là-dessus parce qu'on parlait au tout départ du côté toxique, et spécialement de Twitter, et et je voulais vous montrer, il y a aussi des choses, vous êtes courant, mais les mouvements générés par l'utilisation des hashtags, ils ont aussi un impact sur le monde physique, sur notre société, sur les décisions politiques. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il est aussi important de regarder ce qui se passe, qui les utilise et qui les manipule, et comment est-ce qu'on peut en faire partie ou pas en faire partie. Évidemment, le choix est toujours présent. Donc, avec Black Lives Matter, je voulais juste revenir sur donc le mouvement, j'espère que vous connaissez, mais donc c'est un mouvement pour faire en sorte que la vie des personnes noires soit prise en compte de façon plus juste dans le système politique. Et c'est une réaction à la violence de la police, spécialement aux États-Unis, mais dans le monde entier, en fait, qui a été très visible dans 2020. Mais donc, ça a commencé, Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est plus vieux que ça. Et donc, en 2020, ce que vous voyez là sur Instagram, ça, c'était une Blackout Today. Donc, c'est une réaction, une espèce de réaction pour supporter le mouvement, pour soutenir le mouvement de Black Lives Matter. C'est le choix de poster un carré noir sur Instagram, et donc d'essayer d'éteindre Instagram pour la journée. Et donc, ça a été très suivi par des personnes connues, par des marques, par beaucoup de gens. Et ça a créé un mouvement sur Instagram qui a permis de parler de ça à une échelle très importante. Donc, c'est un mouvement qui a eu un impact à ce moment-là assez intéressant. Après, il y a aussi des c'était pas complètement, c'est pas toujours le résultat est pas forcément là, ce que ça change dans nos lois, dans les choix politiques, c'est pas direct et c'est pas direct, c'est pas arrivé le lendemain. Mais disons qu'un mouvement comme ça, c'est un mouvement assez fort et assez intéressant en termes de la communauté qui s'est créée autour de ce hashtag. Donc, je voulais ramener ça dans la discussion, aussi parce que l'utilisation du hashtag dans le monde de l'art, le monde de l'art et le monde de problèmes sociaux est de toute façon très très lié, mais essayer d'engager avec sa communauté, essayer de réunir les gens autour d'un slogan ou ça peut créer des mouvements qui peuvent être aussi très intéressants
et pour les créer, pour les participer, pour les faire bouger. Donc, et celui-là, c'était aussi une espèce c'est un mouvement de résistance contre les espaces toxiques, donc le hate speech en ligne. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça existe dans le monde entier. Ça s'appelle #IamHereInternational. Et c'est une organisation qui a été créée en Suède. Et donc, si vous êtes sur Internet et que vous êtes attaqué par des gens qui mettent des commentaires de haine, ou qui diffusent des informations qui sont fausses sur vous ou sur des choses auxquelles vous croyez ou des choses importantes pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires #IamHere, et c'est comme une espèce d'appel au secours. Et tous les gens qui font partie de ces communautés, ils sont prévenus, ils sont en quelque sorte appelés vers ce poste, et ils viennent pour faire du soutien. Donc ils viennent et défendre quelqu'un qui est attaqué, donc pour essayer de dire des choses agréable, gentil, le soutenir mais aussi quand les informations sont fausses, ou ils viennent rectifier les informations, partager des liens avec en gros pour contrer les messages de haine ou les fausses informations. Et ça, donc c'est un mouvement qui existe en Suède, aux Pays-Bas, mais ça existe aussi en France, et c'est basé en Suisse. Donc c'est je suis là francophone, donc c'est aussi les Suisses et au Canada. Et je vous ai mis ce petit graphique parce que pour vous montrer que ça marche. Mais effectivement, il y a ils organisent des campagnes, et il y a plein de résultats assez positifs. Et donc ce qui me semblait intéressant ici aussi, c'était cette communauté qui se réunit autour d'une personne, d'un groupe, d'un problème, et qui vient à la rescousse. C'est aussi quelque chose qui peut aussi nous inspirer dans le monde de l'art, qui peut aussi, la communauté autour d'un artiste ou autour d'un espace d'art peut aussi prendre en charge la responsabilité de créer un espace plus simple, plus agréable, plus juste sur les réseaux et de l'espace d'art et des artistes et tout ça. Donc c'est une responsabilité qu'on peut aussi partager avec sa communauté en ligne. Et c'est le dernier dans le côté social, mais ce projet, c'était aussi une espèce d'acte, c'est une campagne créée pour un mouvement, une ONG allemande, mais c'est sur Instagram, vous reconnaissez, mais c'est pareil, c'est une espèce de résistance à Instagram qui veut qu'on poste des images et qu'on montre des gens, des situations. Donc eux, ils ont décidé de cacher les images en quelque sorte. Donc le IJM Deutschland, c'est le International Justice Mission, c'est une organisation internationale chrétienne, non gouvernementale, qui se concentre sur les droits des humains, le renforcement des lois des droits des humains, et combattre le trafic sexuel, l'exploitation des enfants, l'esclavage, le vol de propriété, enfin plein de choses comme ça. Et donc sur Instagram, ils l'utilisent que pour présenter leurs résultats, en gros. Donc, quand ils arrivent à faire quelque chose, leur façon de partager les nouvelles, c'est comme ça. Au lieu de montrer une photo d'un enfant qui a subi des abus sexuels, ils montrent un carré bleu. Et le carré bleu, ça veut dire qu'ils ont réussi à libérer quelqu'un qui était dans une situation horrible. Et un carré noir, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire emprisonner ou à amener devant la justice quelqu'un qui perpétrait donc quelque chose d'horrible. Je peux vous montrer la page Instagram. Donc ça fait une page bleue et noire comme ça. Alors c'est pas complètement, il n'y a pas de photo. Si vous cliquez sur l'image,
Voilà, maintenant, bon, je suis désolée, ça prend un peu de temps. Si vous cliquez sur l'image, vous voyez derrière donc une photo et l'information de qu'est-ce qui s'est passé, qui a été libéré ou sauvé. Mais au départ, enfin, ce que vous voyez sur votre page sur le feed, c'est que des carrés bleus et que des carrés noirs. Et donc c'est assez fort comme façon de partager les informations. Et c'est assez facile à suivre, hein, comme il n'y a que deux choix, c'est assez simple. Et ils font ça depuis le départ. Voilà. Pareil, c'est une organisation, c'est pas un espace d'art ou un centre d'art, mais c'est une façon de communiquer qui est assez intéressante et tout en restant sur Instagram, utilise l'espace, qui a un peu recréé ses règles pour utiliser l'espace. Donc là, je voulais dans la suite de ma présentation, l'idée c'est de vous montrer des gens qui utilisent des espaces en ligne et qui essaient de changer les règles, qui essaient de s'approprier l'espace et de faire ce qu'ils ont envie de faire dans l'espace où sont les gens avec qui ils ont envie d'être. Donc ils ne sont pas en dehors, mais ils se réapproprient l'espace. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus important pour tout le monde, de se créer ses propres règles, de construire, de se rendre compte de ce dont on a besoin, de ce dont on n'a pas besoin, et donc d'éliminer dans son usage et dans sa façon de partager des informations, d'éliminer tout ce qui est superflu, qui n'est que là parce que la plateforme vous demande de partager toutes les 5 minutes comment ça va. Donc essayer de se créer une espèce de règles plus strictes pour utiliser ces espaces, quoi. Angela Waszko, c'est une artiste polonaise qui crée des jeux vidéo, qui crée des performances en ligne et des performances hybrides, donc en ligne et dans l'espace physique, et qui est une artiste féministe et qui raconte des histoires complexes, non conventionnelles dans les espaces du jeu vidéo. Et elle a fait plein de projets pour essayer de se confronter et de confronter le public à la façon un petit peu toxique de communiquer, et spécialement des hommes, dans les jeux en ligne. Et donc, pendant 3 ans, elle a créé à l'intérieur du jeu vidéo World of Warcraft des discussions sur les femmes, sur le safe space, sur le troll, sur plein de choses qui se passent en ligne et spécialement dans les jeux en ligne. Et au lieu de jouer à World of Warcraft où il faut en gros se battre et tuer en très très gros, je suis désolée pour les joueurs de World of Warcraft. En gros, il faut se battre et plus on tue de gens, plus on se bat, plus on devient fort et plus c'est difficile d'être éliminé dans le jeu. Et elle a créé, elle s'est à l'intérieur du jeu, donc elle a créé des discussions, elle a créé des petits espaces où on pouvait s'asseoir autour du feu et elle a commencé, elle a rameuté les gens pour animer des discussions sur ce qui se passait à l'intérieur du jeu, hein. Et donc elle a fait ça pendant 3 ans et il y a plein de gens qui ont participé, et donc ils ont parlé de différents sujets. Elle a fait une performance aussi où ils sont tous ils ont créé une espèce de ligne à l'intérieur du jeu et donc ils se suivaient les uns à la suite, à la queue leu leu, quoi. Et ils ont traversé tout l'espace du jeu sans réagir à tous les gens qui les attaquaient, les gens qui comprenaient pas la performance. Donc ça c'est pareil, ce qui est très intéressant, c'est d'être à l'intérieur de l'espace qu'on critique et parler avec les gens qui utilisent cet espace. Donc c'est des gens qui aiment cet espace, qui aiment jouer, qui sont joueurs eux-mêmes et qui petit à petit, alors pas tous évidemment, hein, mais qui sont pris dans une discussion qui
qui enrichit aussi leur façon d'utiliser après l'espace dans le futur. Donc ça, après, enfin, il y a beaucoup de vidéos de ces performances qui sont en ligne. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est des discussions sur le jeu et sur le féminisme. Mais si ça vous intéresse, ces vidéos sont en ligne. Et de toute façon, le travail d'Angela Vashko est très intéressant. C'est quelqu'un de très important dans le monde du jeu vidéo, et spécialement pour la représentation des femmes dans le jeu vidéo. Donc, je vous invite à regarder ça. Alors ça, c'est plus drôle, c'est plus simple. Peut-être vous l'avez vu parce que ça a fait un petit buzz au moment où c'est arrivé. C'est un artiste allemand qui s'appelle, alors je ne sais pas si je vais le dire correctement, Simon Weckert, qui essaye, dans son travail en général, qui essaye de comprendre, manipuler et hacker tous les grosses applications. Et juste pour essayer de continuer d'avoir de prendre de la place, de pousser les règles, de faire changer certaines règles, de rester en discussion avec Google, c'est une énorme compagnie, mais si on les laisse faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont énormes, c'est pas forcément dans notre intérêt. Donc tous les niveaux de confrontation peuvent être intéressants et peuvent faire changer quelque chose à un certain niveau. Donc lui, il a mis, donc vous voyez ce petit chariot là, hein. À l'intérieur de ce petit chariot rouge, il y a 99 téléphones qui sont connectés sur Internet. Et donc, il s'est promené sur cette rue là, doucement, en marchant. Et donc, il a créé un embouteillage au milieu de Berlin en se promenant avec ses téléphones. Donc en gros, il se balade et comme c'est comme ça que Google Maps se rend compte du trafic, c'est grâce à notre connexion à Internet sur le téléphone. Ça fait que sur Google Maps, ça crée une bouche qui dit il y a beaucoup de trafic. Effectivement, il y a beaucoup de trafic, il y a 99 téléphones sur un petit espace. Et donc, si ça peut paraître drôle comme ça, pareil, si on pense comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de manipulation dans l'espace-là, on peut imaginer des performances où on peut dessiner sur Google Maps de cette façon-là. On peut aussi forcer le trafic à utiliser d'autres lignes. Donc, si vous créez un embouteillage virtuel sur une certaine route, les voitures, elles vont aller sur une autre route. Et donc, ça peut être la route où les voitures aillent, pas si grand, de disposition, mais essayer d'abuser les applications que tout le monde utilise, il peut y avoir aussi plein de choses intéressantes à faire. Ça pourrait être utilisé en utilisant, je sais pas, Uber, ou je sais pas comment s'appelle votre service qui vous apporte à manger chez vous si vous commandez en ligne. Mais il y a plein d'applications que tout le monde utilise tous les jours qui sont connectées à Google Maps, qui sont connectées à quelque chose de Google. Donc il y a plein de possibilités. Même je crois qu'il y en avait un élève, un d'entre vous en didactique en 3e année qui parlait d'un projet qui avait été créé sur Airbnb. Donc des petites manipulations comme ça, même si ça fait pas changer Google Maps d'un coup, ça fait réfléchir à quel pouvoir on a sur ces espaces et est-ce qu'on pourrait pas prendre un petit peu plus de place, est-ce qu'on pourrait pas prendre plus de place à plusieurs, et donc ça c'est des mouvements qui sont très très intéressants. Alors après on change un petit peu d'attitude. Quelque chose et spécialement depuis que Be Real existe, je crois que
connaissez, hein, Olivier, tu m'en avais parlé de Be Real. Donc c'est Be Real, c'est une application française, c'est la nouvelle application. Il y a plein de gens. Au moment de son arrivée, on a rediscuté de l'authenticité des réseaux sociaux, et Be Real, c'était l'application où enfin on pouvait être vraiment soi-même. Il n'y avait pas de filtre. Donc évidemment tout ça c'est pas vrai. Enfin c'est pas très intéressant. Et ce qui me paraissait intéressant dans le travail de cet artiste que je vais vous montrer, c'était sa façon d'accepter que les réseaux sociaux, que ce soit Be Real ou n'importe lequel, ce sont des espaces où je ne sais pas dire ça en français. C'est des espaces où on choisit comment on se présente. Donc, c'est des espaces où rien n'est réel. Tout est découpé, présenté, avec ou sans filtre. Donc, Marijke de Roever, c'est une artiste belge. Et elle utilise les réseaux, et de tout son travail, même quand elle n'est pas sur les réseaux. C'est à l'opposé de l'idée, de la fausse idée d'authenticité qui est possible sur les réseaux sociaux. C'est be fake. Dans l'espace du réseau, c'est un espace de performance. Donc le Instagram, c'est une scène sur laquelle on peut jouer et on peut être qui on veut, et on peut inventer. Donc on peut s'inventer plusieurs vies, on peut s'inventer plein de messages, et on peut communiquer au niveau de la performance, quoi. Donc dans son travail, par exemple, donc là ce que je vous montre, c'est Marijke de Roever, donc c'est une des images qu'on trouve sur Instagram, et elle avait fait en 2012, c'est écrit là. En 2012, elle a passé, alors je sais plus exactement, mais elle a passé des mois à jouer Sarah Palin, et sur les réseaux sociaux et dans le monde physique. Je ne sais pas si vous, vous savez qui est Sarah Palin? Oui. Enfin, moi, en tout cas, oui. Donc, juste au cas où vous avez oublié, Sarah Palin, c'est une femme politique américaine qui avait été choisie comme potentielle vice-présidente si John McCain avait été président. Donc, au moment de l'élection, avant l'élection de Barack Obama et Joe Biden en 2008. Et donc, mais c'était quelqu'un qui était très critiqué dans les journaux. C'est quelqu'un de très à droite, de très bref. Donc, elle a pris ce rôle, et donc elle a aussi joué le rôle de quelqu'un de très à droite qui disait beaucoup de choses choquantes sur les réseaux. Et donc ça, c'est juste pour vous montrer un exemple. C'est son travail, c'est sur ça, hein, c'est sur un peu comme ferait Cindy Sherman il y a plus longtemps. Mais donc et ce que je trouvais intéressant de vous raconter, c'était donc si on va voir pareil, si on va voir sa page Instagram, tout est mélangé entre et elle utilise le format du mime aussi pour s'exprimer. Et donc, c'est tout le temps moi. Ça ne parle que de moi, mais le moi n'est pas du tout relié à sa vraie personne de Marijke de Roever. Donc, tout est... on sait plus du tout qui est le personnage, qui est l'artiste, qui est la personne, et tout est mélangé, et ça devient une espèce d'espace de performance. Et son travail, quand elle expose et quand elle est dans les espaces-là, c'est de la performance. Elle fait des opéras, elle fait des vidéos, et elle se met en scène donc tout le temps. Et même quand elle fait des conférences, c'est pareil, c'est toujours, on est à la limite de la performance et de la conférence. Donc ça, c'est aussi un choix assez radical, mais assez intéressant. Donc on élimine, il n'y a plus du tout aucune prétention d'authenticité. Tout est faux, tout est pensé d'avance, et ça crée un monde
autour de cet artiste et autour de son travail. Parce qu'au final, c'est pas du tout, c'est pas sur elle, c'est sur toutes ces thématiques qui sont sur. Alors en ce moment, elle travaille sur les relations amoureuses, mais donc à chaque fois, ça dépend de son sujet, quoi. Voilà. Vous me dites, hein, je n'ai pas regardé s'il y a des questions, si vous comprenez ce que je dis, si vous comprenez pourquoi je parle de ça. Bah, moi, je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas encore de questions, mais je les relaye s'il y en a. Je suis. Ok, je repars sur ma présentation. Donc voilà, c'est pareil, c'est une invitation, je ne sais pas si c'est ce qui vous intéresse, mais une invitation à pourquoi pas être complètement fake si de toute façon il n'y a aucune authenticité. Après, je voulais vous parler. Donc je vous lance plein de trucs et puis j'espère qu'il y aura des choses qui vous inspireront. Quelque chose qui me paraissait très important pour les espaces d'art, c'est qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, en fait, c'est des espaces où on est tout seul, en fait. On partage la photo qu'on a fait le matin tout seul, on la met en ligne, on espère qu'on va avoir des likes, mais il se passe rien. Et c'est pareil quand on est à un musée, on partage quelque chose sur un mur, quelqu'un. Donc il y a pas de, c'est très très solitaire comme façon d'être sur les réseaux. Et c'est quelque chose qui, spécialement pendant la pandémie, qui s'est avéré très difficile d'être tout seul. Donc il y a plein de programmes qui se sont créés qui étaient autour du live et qui étaient plus du tout, on n'utilise plus l'espace pour montrer des photos, mais on utilise l'espace pour se réunir, être ensemble autour du projet. Et donc, quelle que soit la plateforme, l'idée c'était d'être ensemble quelque part et quelque chose se passe et puis après c'est fini, donc on peut partir de la plateforme, fermer son téléphone. C'était donc l'idée du live est quelque chose qui peut, dans nos utilisations futures, être assez intéressante et assez pertinente, aussi pour avoir, sortir l'infinite scroll où on sort plus d'Instagram parce qu'on regarde, ça défile. S'il y a un moment donné, comme un spectacle, quoi. S'il y a un début, une fin, un moment où tout le monde est là ensemble et après tout le monde est parti, et ben on limite notre façon d'utiliser les réseaux et on crée un moment où on est ensemble, en fait. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ce projet de Shopping Dead, c'est une pièce de théâtre qui n'était pas censée être sur WhatsApp au départ, évidemment, mais de par son sujet et de par la situation, qui s'est retrouvée sur WhatsApp. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que ça avait été, j'ai pas pu aller à cette pièce de théâtre, mais j'ai découvert grâce à une conférence. Et donc, Faye Kabila Kagwa, la productrice de ce projet, une des questions à la conférence était pourquoi est-ce que vous avez utilisé WhatsApp et pourquoi pas être sur une plateforme alternative ou sur Signal, un truc plus protégé, un truc plus relié au monde de l'art. Et sa réaction était très, très simple. Elle dit, là où je vis, là où je voulais présenter ce projet, tout le monde est sur WhatsApp, personne n'a Instagram, personne n'a pas Instagram, personne n'a Telegram ou Signal ou tous les trucs alternatifs. La connexion Internet est très limitée. Donc ça, c'était un spectacle qui a eu lieu en Afrique du Sud. Enfin, qui a eu lieu en Afrique du Sud. C'est un peu bizarre de dire que c'était sur WhatsApp, hein, mais disons que les acteurs et le festival, tout ça, c'est en Afrique du Sud. Et donc, pour elle, c'était très clair que ce qu'elle voulait, c'était que son public puisse avoir accès à ce projet de la façon la plus simple. Donc, WhatsApp, c'était le plus simple, parce que c'est là où il y avait le plus de monde. Et donc, c'est aussi quelque chose d'important quand on est les deux, encore quand on est un espace d'art, un artiste, de éliminer les plateformes les plus mainstream. Ça veut aussi dire s'éloigner du public le plus mainstream. Donc, c'est quand on veut le faire, il faut le faire de façon réfléchie, de façon stratégique. Il faut trouver un moyen de ne pas se couper de ce public-là. Il faut trouver
des idées, des solutions pour le faire bouger, pour le faire réagir, pour le faire réfléchir, mais pas forcément se couper de lui, quoi. Donc ça me plaisait bien que ce soit sur WhatsApp et pas une plateforme très spéciale. Et après, comment ça s'est passé? Ça, c'était, en gros, il fallait se mettre on était invité sur ce groupe WhatsApp. Le public était bloqué et donc on pouvait que suivre ce qui se passait, hein. Donc au point de vue interaction, il y a peut-être des choses à faire, et donc ces 4 acteurs, ils parlaient les uns après les autres, ils partageaient des gifs, des vidéos les uns après les autres, et en gros nous on était les spectateurs, on était une espèce de voyeurs d'un groupe alors l'histoire c'était des managers d'un supermarché, je sais pas, il y a une situation compliquée dans le supermarché, ils devaient gérer ça. Et donc nous, c'est comme si on pouvait lire le chat de ce groupe de managers du supermarché. Et ça a eu un gros succès. Il y a plein de gens qui se sont reconnus, qui se sont bien retrouvés, qui se sont retrouvés dans l'histoire, mais spécialement parce que c'était sur une plateforme qu'ils utilisent tous les jours. Donc ils se sentaient très connectés à ces acteurs. Il y avait des messages vocaux ou des choses où c'était que... Il y avait des messages vocaux, ouais. Ouais. Et pareil, ils ont calculé le temps que tout le monde puisse l'écouter. Donc chaque acteur savait ce qu'il devait partager au moment où un autre... Enfin, c'était préparé, quoi, comme une pièce de théâtre. Et donc, il y avait pas mal d'interactions différentes, quoi. La seule critique que j'ai lue, donc, c'était qu'effectivement, en tant que public, on ne pouvait pas réagir, on ne pouvait pas partager d'emojis, de textes. Bon, ça aurait mis le bazar, hein, mais donc, c'est quelque chose qui, dans le futur, qui peut être... Bon, alors ça, évidemment, c'est un cas particulier qui est lié au Covid, qui s'est développé à travers le Covid, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait trouver une certaine place, une certaine nouvelle forme dans la situation d'aujourd'hui. Voilà. Après, alors ça, je vous ai mis un petit projet c'est un artiste qui vient régulièrement chez nous, Alistair Aitchison. C'est un artiste britannique qui crée des jeux depuis toujours, et donc c'est toujours des jeux spectacles. Donc le public participe toujours, et le public a un rôle important, c'est les joueurs, quoi, du jeu. Et donc pendant la pandémie, évidemment, il s'est retrouvé sans public. Donc il s'est mis sur Twitch. Et ce que j'aimais bien, donc Twitch, c'est une plateforme, donc tout le monde connaît, c'est une plateforme où il y a beaucoup de jeux vidéo présentés là-dessus, et c'est une plateforme, donc les gens qui utilisent Twitch, c'est des gens qui sont habitués aux jeux, qui sont eux-mêmes joueurs, donc c'est facile de leur demander de s'engager, enfin de participer. Donc, ce qui était intéressant dans son travail, c'est que donc sur Twitch, normalement, enfin souvent, on regarde des gens qui jouent à des jeux vidéo, et les gens participent en donnant des directions, des idées, des aides, mais c'est pas forcément eux les joueurs dans le chat. Et donc ce que Alistair a fait, c'est que le public était les joueurs, et lui, il était l'instrument pour faire ce que les gens disaient dans le chat. Donc, il a créé un espèce de spectacle sur Twitch où il y avait quatre différents chapitres dans ce spectacle, où on créait une peinture tous ensemble, on le faisait lire un texte et on remplaçait les mots au fur et à mesure. Donc, il lisait une histoire de Winnie the Pooh, et nous, on pouvait mettre des mots pour changer les mots de l'histoire. Donc, au fur et à mesure, l'histoire prenait un sens complètement différent. Plein d'actions comme ça, très drôles. Alors, donc, en gros, c'était ça. L'écran, ça ressemblait à ça, sauf que c'était sur Twitch. Donc, il y avait aussi le chat. Et donc, lui, il a intégré le chat de Twitch pour que ça lui envoie les informations sur son écran. Et il fallait lui faire faire plein de choses
pendant l'heure de stream. Donc, il fallait le faire danser, il fallait le faire peindre, il fallait le faire lire. Et, et tout ça, c'était très drôle. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, alors, il faut que je le retrouve, maintenant que la pandémie est finie, enfin que finie, qu'on peut sortir, il a intégré toute cette idée du chat et de l'interaction avec le public via texte, via téléphone, dans son spectacle. Donc ça fait que dans les spectacles qu'il fait maintenant sur le festival ou dans les théâtres et tout, et ben l'écran, le chat a trouvé une place qui fait que le public est encore plus engagé, encore plus actif et dans le monde du jeu, bah, c'est le but, hein, d'avoir un public engagé qui joue. Donc ça je trouvais ça aussi cool que le passage par Twitch avait transformé sa performance et avait donc l'a fait réfléchir à la fonction du chat dans le spectacle. Donc ça, pareil, c'est je vous montre ça un petit peu parce que sortir des éléments des réseaux et les utiliser à d'autres escients, ça peut aussi être une façon de s'approprier le réseau. Donc, utiliser Twitch sans Twitch, ça peut être une façon intéressante pour un artiste ou pour un espace d'art de travailler. Ou alors dans l'autre sens, hein, mais c'est pour ça que je voulais vous montrer ce travail. Donc ça, c'est pareil, c'est si vous aimez jouer, je pense qu'au moins une fois par semaine, il est sur Twitch et c'est un fan de Sonic, donc il a tout un réinventé sur Sonic, il passe des heures et des heures et toujours avec des challenges un peu farfelus, mais donc il est très drôle à suivre. Après, un autre espace qui a été squatté par le monde de l'art, c'est encore la transmédia. C'est pas que je suis une fan, mais c'est qu'ils font plein de trucs très intéressants. C'était cette année. J'ai pas pu le retrouver sur eBay, mais c'était là c'était en janvier. Donc ces quatre œuvres là, qui sont ceux que vous pouvez voir sur l'écran, vous pouviez les acheter. Alors il y avait pas besoin d'argent, mais vous pouviez aller sur eBay pour retrouver ces œuvres et en les achetant sur eBay, vous aviez donc un ticket pour aller les récupérer au festival. Et donc pareil, c'était toute une réflexion sur où est-ce qu'on achète des œuvres d'art et qui a accès au monde, enfin à l'économie au marché de l'art, quoi. Et donc je peux pas vous montrer comment ça avait l'air en vrai, mais en gros il fallait aller sur un endroit spécifique de eBay où les choses sont données. Et vous pouviez trouver, pendant le moment de ce festival, vous pouviez trouver ces quatre œuvres. Et après, avec ce que vous aviez reçu de eBay, vous pouviez aller dans l'espace de l'exposition. Et donc là, il y avait l'objet. Et c'était des reproductions, c'était des objets, c'était des photos, c'était des C'est images. des objets, alors Des objets tangibles, physiques? Oui, c'est des objets tangibles. Donc il n'y en avait qu'un seul exemplaire? Non. Alors non, pas tous. Là, par exemple, le Nora Al-Badri, c'est des impressions 3D de la reine Nefertiti. Ouais, c'est ça. Donc tout le projet, c'est l'accès aux fichiers pour l'impression 3D de cette sculpture. Ça a été toute une bataille pour pouvoir avoir accès à ça. Donc c'est une très très longue histoire. Mais c'était tout un projet sur la colonisation et la décolonisation des biens dans les musées européens. Et au final, donc en allant sur eBay, on pouvait acheter sans argent cette pièce 3D. Mais donc c'était quelque chose qui a été reproduit à je ne sais pas combien d'exemplaires, mais il n'y avait pas qu'un seul exemplaire. Et tous, il n'y avait pas qu'un seul exemplaire de toutes ces choses-là. Et donc c'était offert ou...
C'était offert, ouais, il fallait juste aller sur eBay, il fallait le trouver sur eBay et dire qu'on le voulait, mais j'ai pas pu le retrouver, donc moi-même je l'ai pas fait, hein, mais en gros, en allant sur eBay, on pouvait trouver l'objet, avoir un espèce on recevait un ticket, et avec ce ticket, on pouvait aller au festival récupérer son œuvre d'art. D'accord. Alors après, moi, je sais pas, moi, j'utilise plus eBay depuis très très longtemps, mais pareil, c'est un exemple qui marche peut-être en Allemagne et qui marcherait peut-être moins bien en France, je sais pas. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, toutes ces applications, tous ces espaces où le public se retrouve, en fait, sont des espaces où potentiellement qu'on peut investir. Donc, en tant qu'artiste, en tant qu'espace, donc tout est tout est espace. Alors ça, c'est le dernier. J'espère que je suis toujours à l'heure. Ça va, je parle pas trop, là. Parfait. Le- Parfait. Là, je voulais finir sur cette petite note joyeuse. C'est une curatrice britannique qui a créé pareil pendant le lockdown, mais elle continue de créer des projets assez farfelus. Elle s'appelle Mary Fullstone et qui crée plein de projets ludiques, des expositions sur le jeu et qui travaille avec plein d'artistes du jeu. Et elle a créé une soirée sur un Google Sheet. Donc en gros, elle a créé ça, une page d'accueil. Vous pouvez voir, elle a dit à tout le monde, bah, venez, bienvenue. Ça, c'est le lien de la soirée. Donc les gens pouvaient le partager avec qui ils voulaient. Elle a créé une chambre, un des... Alors, je suis désolée, je parle un peu stupide, mais comment... Sheet en français, je sais pas. Elle a créé une page où on pouvait mettre son manteau. Et après, le reste, c'était libre. Les gens pouvaient discuter, faire ce qu'ils voulaient. Et en gros, pour elle, c'était vraiment une espèce d'expérience, voir qu'est-ce qui va se passer quand on se retrouve sur un espace de texte, un espace de travail. Hein. Donc, j'imagine que vous connaissez Google Drive et Google Sheet. Donc, c'est vraiment un espace de travail. Et en gros, alors au départ, donc il y avait deux pages et une page de bienvenue, on est arrivé. Et donc maintenant, ce que je vous ai montré, c'était quand c'était commencé, mais maintenant la soirée est terminée. Mais donc, ce que vous pouvez voir, c'est le résultat de la soirée. Et il faut que ça charge. Donc, au départ, il y avait effectivement donc, une page avec la photo qu'elle avait choisie. Et après, elle a écrit un texte pour raconter la soirée. Et après, quelques minutes, quand les gens ont commencé à arriver, ils ont créé des pièces par eux-mêmes, ils ont commencé à décorer les pièces, ils ont commencé à discuter. Alors évidemment, ils discutent n'importe comment parce qu'il n'y a pas de règles dans ces endroits. Donc après, pour relire, c'est un petit peu difficile. Mais quand c'était live, il suffisait de se dire, tiens, je vais me mettre là, je commence à parler là, puis je parle avec la personne qui est là, en gros, quoi. Et puis si je me mets là, bah, je parle avec la personne qui est là. Les gens, ils ont commencé à colorer les cases. Et puis, ils ont créé d'autres pièces dans cette soirée. Donc, ils ont agrandi l'espace de la soirée. Alors, ça, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais donc, ils ont créé évidemment une cuisine. Et dans la cuisine, bah, ils se sont mis à boire de la bière. Ils ont créé un petit pique-nique. Ils ont mis du bazar partout. Et puis, ils ont joué ensemble comme on fait quand on est dans une cuisine, dans une soirée. Alors là, c'était la pièce pour jeter son manteau. Normalement, il fallait le récupérer à la fin de la soirée, mais personne ne l'a récupéré. Donc, bon, bah, tout le monde a mis son petit manteau. Et puis, donc, elle, au fur et à mesure, donc, ce que je vous disais, donc ça, c'est les gens qui ont créé eux-mêmes leur nouveaux espaces. Ils ont créé un jardin pour la soirée, puis ils ont joué dans le jardin, quoi, en gros. Ils se sont mis à dessiner, à ramener des images. Ils ont discuté autour du feu, ils ont essayé plein de trucs, et puis, et il y en a partout, partout, partout. Et donc, bon, alors vous pouvez y aller vous-même hein, si vous voulez. Mais ils ont joué au billard. Et donc ça, pareil. Alors après, selon vos connaissances dans Google, il y en a qui savent faire des choses plus ou moins
compliqué. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un cheval quelque part. Enfin, il y a des chevaux. Enfin, il s'est passé plein de trucs rigolos. Il y a la police qui est arrivée à un moment donné, donc voilà, l'hôte a dû gérer la police, donc ils ont dû faire en sorte que tout se passe bien. Et la fin de la soirée. Alors, je vous raconte un peu ce que j'ai lu. Ils ont créé cette page, et ça, c'est en gros la fin de la soirée. Donc, je vous le fais dérouler pour vous, mais c'est assez magique. C'est le lever du soleil à la fin de la soirée. Et voilà, le soleil est arrivé. Et donc après, les gens qui disent au revoir. Enfin, après, c'était la façon dont je vous le raconte, c'est un petit peu comme elle a raconté. Hein, donc je sais pas si tout le monde s'est retrouvé ici à la fin de la soirée, mais c'était un bel endroit pour finir cette présentation. Voilà, voilà. Donc, je retourne sur mon petit. Bon, alors ça, pareil, si vous voulez, je peux partager le lien avec Olivier pour que vous alliez voir tous les détails, parce que c'est rigolo de lire un petit peu ce qui s'est passé et puis de voir toutes les pièces. Et voilà, c'était tout. Bah écoute, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Là aujourd'hui, on était vraiment à l'endroit qu'on avait un petit peu imaginé. Alors il y a eu tout un parcours dans les 3 conférences, mais là pour moi, on est vraiment à l'endroit qui m'intéressait personnellement, mais je pense aussi les étudiants, c'est-à-dire effectivement tous ces jeux de détournement, tous ces jeux de piratage des réseaux et éventuellement de questionnement aussi. Non, c'est très intéressant. Cool. Je pense qu'ils vont être inspirés. J'espère. Alors évidemment, il se passe tout le temps plein de choses, et même les étudiants, ils connaissaient aussi plein de choses. Hein, donc, mais je vais continuer de regarder parce qu'il y a plein de petits événements en fait qui se passent en ligne. N'hésitez pas dans l'autre sens si vous connaissez des choses intéressantes. Je suis curieuse aussi. En tout cas, moi je te remercie vraiment. C'était très intéressant. Une belle conclusion aux 3 conférences. Et donc, on donne rendez-vous aux étudiants que tu suis de 3e année de l'atelier didactique visuelle pour le petit travail de commissariat justement sur les réseaux à partir du corpus d'artistes que tu as sélectionné, et puis on va voir où tout ça nous mène. Très bien. En tout cas, merci à tout le monde de votre écoute. Merci à Marie pour cette nouvelle conférence, et on se dit à très bientôt. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.